Bonjour à toutes et à tous et bonne digestion, puisque c'est l'heure. Je vais vous parler d'un projet qu'on est en train de développer à Carbone 4, ou plus exactement qu'on développe depuis 3 ans, et qui s'appelle IF Initiative. IF, c'est pour imaginer vos futurs. Ça marche aussi en anglais du reste. Alors pourquoi est-ce qu'on a développé ce projet? Parce qu'il ne vous aura pas échappé que le présent est en train de devenir un peu turbulent. Il y a un certain nombre de gens qui peuvent considérer qu'en ce moment tout se déroule comme prévu, mais il y a aussi un certain nombre de gens qui peuvent se dire qui aurait pu prédire. Si vous regardez les quelques événements qui viennent de s'écouler sur les dernières années, il y a eu le retour d'une guerre en Europe avec un choc énergétique qui incidemment a coûté 70 milliards d'euros aux finances publiques en France. Vous avez en ce moment une guerre au Moyen-Orient. Alors, qui aurait pu prédire un conflit au Moyen-Orient? Beaucoup de gens quand même, parce que c'est quand même une région qui n'est pas très calme depuis un certain temps. Par contre, je ne suis pas sûr que tous les responsables économiques de ce pays avaient en tête que passait par le détroit d'Ormuz un quart des exportations mondiales de pétrole et de gaz, et que ça pouvait éventuellement avoir quelques répercussions chez nous si jamais il y avait un peu de rififi dans cet endroit-là. On a également des accidents, alors ce n'est pas vraiment des accidents, on va dire c'est des conséquences de plus en plus visibles du dérèglement climatique qui se manifeste. On a également un sujet sur la biodiversité pour lequel on se dispute pour savoir si on parle d'effondrement ou d'érosion. On a également un sujet sur les ressources. Pour celles et ceux qui suivent le sujet, l'AIE a par exemple diffusé il n'y a pas très longtemps une analyse expliquant que dans les années à venir, on allait commencer à manquer de cuivre par rapport à la consommation tendancielle qui était souhaitée pour effectuer une électrification accélérée des usages en plus de ce qu'on avait déjà. Et comme il faut de l'ordre d'une vingtaine d'années pour ouvrir une mine, à partir du moment où on a décidé de le faire, il y a une période pendant laquelle cette prévision a toutes les chances d'être raisonnablement robuste. Donc on est en train de vivre dans un monde dans lequel les tensions sont en train de croître. Je dirais que un parallèle que j'aime bien utiliser souvent, c'est celui de la tectonique des plaques. Vous savez, quand un système se met en tension, à un moment ou à un autre, ça finit par faire crack. On ne sait pas exactement où et on ne sait pas exactement avec quelle intensité, mais on sait que ça va finir par arriver. Eh bien, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est de plus en plus un monde de tectonique des plaques, avec des tensions qui sont en train de s'accumuler. Tout simplement dû au fait que nous sommes de plus en plus nombreux avec une consommation individuelle de plus en plus importante sur une planète qui n'a pas augmenté de taille depuis sa création. Elle fait toujours désespérément 13 000 km de diamètre et dans un siècle, elle fera toujours aussi désespérément 13 000 km de diamètre. Ça n'aura pas changé. Donc dans ce contexte-là, prévoir le futur est un exercice qui devient de plus en plus compliqué. Et ça va bouleverser la vie de tous les agents économiques en particulier, parce que nous sortons d'une période extrêmement faste qui a duré pendant 2 siècles, d'expansion ininterrompue, pendant laquelle finalement le futur était un peu ce qu'on avait décidé qu'il serait. Donc on sort d'une période, j'ai envie de dire stable dans l'expansion, mais stable quand même, où avoir des vues raisonnablement univoques sur ce qui allait advenir plus tard n'était pas complètement stupide pour une entreprise ou pour un État, incidemment. Et on continue à avoir des méthodes de gestion héritées de cette époque. Alors un certain nombre de vous dans cette salle sont encore raisonnablement jeunes et éloignés de l'âge de la retraite, mais vous savez peut-être que dans ce pays, il y a un conseil d'orientation des retraites qui fait des plans à très long terme. Et ces plans à très long terme qui vont jusqu'en 2070, quand vous les regardez, ils sont une représentation remarquablement continue du présent. Jusqu'en 2070, le monde va être lisse, on va avoir 2% de croissance économique par an. Enfin, c'est merveilleux, quoi. Je veux dire, c'est le monde des bisounours. Tout est lisse comme la mer un jour de beau temps. Voilà, on voit loin, tout va bien. Évidemment, cette approche n'est pas du tout opérante, et du reste, elle est tellement peu opérante que tous les 3 ans, on fait une réforme des retraites qui met les gens dans la rue. Donc, les plus jeunes d'entre vous, d'ici à ce que vous passiez de vie à trépas, vous allez voir 10, 15, 20, 50 réformes des retraites, je ne sais pas combien, parce qu'à chaque fois, la réalité ne sera pas du tout celle qu'on avait imaginée dans ces plans extrêmement lisses et, encore une fois, univoques. Alors, il y a des scénarios, mais c'est des variantes autour d'un truc, c'est des petites variantes autour d'un truc central. Je vais prendre un autre exemple. Dans le monde financier,
vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des stress tests. Alors, vous savez, les stress tests, c'est je regarde le bilan d'une banque et je regarde combien il est à risque s'il y a une perturbation dans l'économie. Et en fait, les stress tests qu'on fait, c'est le monde continue comme aujourd'hui avec juste une petite perturbation qui ne va pas durer longtemps et qui ensuite se résorbe. Voilà, c'est ça un stress test actuellement tel qu'on le performe. Sauf qu'un vrai stress test, c'est le détroit d'Ormuz qui reste fermé pendant 3 ans. Ça, c'est un vrai stress test. Si le détroit d'Ormuz reste fermé pendant 3 ans, vous avez 20% de pétrole en moins dans l'économie mondiale et en gros, vous aurez 20% d'économie mondiale en moins. Pas très loin de ça. Ça, c'est un vrai stress test. Mais on ne le fait pas. Donc, le déterminant de ce projet IF Initiative qu'on a fait à Carbone 4, c'est d'imaginer comment pourrait se présenter l'avenir dans un monde dans lequel on tient vraiment compte des contraintes de ressources et d'environnement. Donc, c'est revisiter, pour ceux à qui ça dit quelque chose, le travail de Meadows de 1972, qui a été vulgarisé dans un petit livre qui s'appelle The Limits to Growth. Et par contre, c'est appliqué à des agents microéconomiques, donc c'est appliqué à des entreprises essentiellement. Donc c'est quoi l'idée? C'est que maintenant, il va falloir passer de la performance à la robustesse. Je le dis comme ça. La performance, c'est j'optimise un système pour qu'il soit extrêmement performant dans un créneau étroit de conditions favorables. Je vais vous prendre un exemple sociétal. L'électricité, c'est super performant, tant qu'il y a de l'électricité. Si vous imaginez qu'en France, on n'ait plus d'électricité pendant 1 mois, on est beaucoup plus mal qu'avant que l'électricité apparaisse. Parce qu'il n'y a plus aucune procédure de sauvegarde, rien, qui permette d'acheminer la nourriture dans les villes, d'avoir de l'eau au robinet, de pouvoir payer, de pouvoir communiquer. Il n'y a plus rien, il n'y a plus un système de maintien de l'ordre, il n'y a plus rien, d'accord? C'est le Moyen-Âge qui revient en 1 mois s'il n'y a plus d'électricité pendant 1 mois. Mais tant qu'il y a de l'électricité, c'est vachement mieux que le Moyen-Âge. Donc, le système que nous avons bâti, la société que nous avons bâtie est devenue très performante, mais dans un créneau bien déterminé et bien étroit de conditions favorables. Ce que l'avenir va nous réserver, c'est un monde beaucoup plus volatile où les conditions défavorables deviendront plus fréquentes. Voilà, c'est pas très sympa à dire pour les plus jeunes dans cette salle. Malheureusement, c'est quand même comme ça que les choses vont se passer. J'ai des enfants, donc je ne dis pas ça de gaieté de cœur non plus. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on arrive à penser l'avenir, pas juste en fonction de ce qu'on aimerait qu'il soit, mais aussi en fonction de ce qu'il pourrait être. Et ça plaide pour une discipline nouvelle, alors qui est souvent utilisée dans un certain nombre de domaines. Par exemple, les militaires sont assez coutumiers de ce genre de choses. On appelle ça l'analyse par scénario. Donc l'analyse par scénario, c'est faire du « qu'est-ce qui se passe si ?» Qu'est-ce qui se passe si? Alors évidemment, c'est un dispositif à plusieurs étages, cette analyse par scénario. Vous pouvez le faire au niveau du monde dans son ensemble, mais si vous êtes un fabricant de chaussures, avoir l'analyse par scénario du monde dans son ensemble, ça ne vous aide pas nécessairement. Vous, ce qui vous intéresse, si vous fabriquez des chaussures, c'est dans quel monde est-ce que j'en vends plus, dans quel monde est-ce que j'en vends moins, dans quel monde est-ce que je ne vends pas les mêmes qu'aujourd'hui, etc. C'est ça qui va vous intéresser. Et idéalement, le savoir un tout petit peu à l'avance, histoire de pouvoir vous organiser en conséquence. Et pour passer de l'étage le monde à une entreprise en particulier, il faut quand même passer par une case intermédiaire qui est de décrire quelques évolutions macroscopiques possibles du monde. Et alors le projet IF Initiative, c'est ça. C'est un projet collaboratif qu'on a fait financer à Carbone 4 par une vingtaine d'entreprises qui ont financé ce développement. C'était à la maille de Carbone 4 un gros projet, hein. Enfin c'est toujours un gros projet. Carbone 4 c'est entre 150 et 200 personnes et IF ça a été entre 10 et 15 personnes. Donc c'est un gros projet à la maille d'une entreprise comme la nôtre. Et pour celles et ceux qui sont un peu familiers de cette affaire, ça ressemble dans sa présentation au scénario de l'AIE. Vous savez, les scénarios de l'AIE, Current Policy, etc. Sauf que le déterminant d'entrée des scénarios de l'AIE, c'est uniquement la volonté des individus. On considère que les ressources naturelles ne sont pas un facteur limitant dans les scénarios de l'AIE. Et par ailleurs, on considère que l'accès aux technologies de rupture, ce n'est pas un facteur limitant non plus. On claque des doigts et elles sont là le lendemain matin. C'est un peu comme ça que c'est fait. Nous, on a considéré que ce n'était pas aussi simple que ça. Et donc, il y a 2 choses qui sont nouvelles dans notre approche. La première, c'est que d'entrée de jeu, les limites physiques sont présentes. Et donc, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on part d'un côté des limites physiques, de l'autre côté des désirs sociaux. Évidemment, au début, ça ne boucle pas, parce que si on part uniquement des désirs sociaux,
On a aujourd'hui 1,6 milliard de voitures sur Terre et on a 8 milliards d'individus. Donc peut-être qu'on voudrait 4 milliards de voitures. Sauf que si on regarde comment ça passe avec soit du pétrole, soit de l'électricité, soit du cuivre, soit etc., on se rend compte que ça ne va pas passer, en tout cas pas en 30 ans ou pas en 40 ans. Et donc on a cet antagonisme entre les désirs sociaux et les possibilités physiques. Et on a un subtil mécanisme de résolution de ce différend par itération qui nous amène finalement à ce qu'on appelle un point de convergence, c'est-à-dire un moment où on a un compromis entre ce qu'on souhaitait et ce qui est possible. Et ça décrit un avenir possible, ça décrit un univers possible. Et en fonction du jeu d'hypothèses qu'on fait sur les désirs sociaux, alors je vous prends un exemple, à énergie contrainte, on peut considérer que la mobilité à l'avenir, il y a soit des gens qui se diront « je préfère avoir une voiture au quotidien et pas prendre l'avion », et soit des gens qui se diront « je préfère rouler en vélo au quotidien et puis prendre l'avion une fois de temps en temps ». Voilà. Avec la même énergie disponible, on peut faire ces deux choix-là. Ça ne dit pas combien de fois vous prendrez l'avion et combien de fois vous prendrez votre... Mais juste, on peut faire ce genre d'arbitrage. Et ben dans la manière dont on explicite les scénarios, on fait ce genre d'arbitrage, c'est-à-dire on part avec des jeux de désirs sociaux qui sont différents. Par contre, les limites physiques sont toujours les mêmes. Ça, on les a prescrites. Et ça décrit plusieurs univers comme ça, dont un univers dans lequel le changement climatique n'est pas du tout maîtrisé et on essaye d'imaginer ce que ça peut vouloir dire en termes d'évolution de la société. Voilà, donc c'est ça. Alors les scénarios seront rendus publics. C'est le principe, tout ce qu'on fait à Carbone 4 est open source, donc on va rendre les scénarios au public. Et ça servira ensuite de matière première pour qu'une entreprise particulière, sur la base de ces évolutions possibles, se pose la question de moi, dans chacune de ces évolutions, ça veut dire quoi pour moi? Alors j'ai oublié de préciser que ces scénarios allaient être régionalisés, parce que si vous êtes un fabricant de chaussures installé en Europe, ce qui va se passer en Asie vous intéresse un peu moins que ce qui va se passer en Europe, même si nous sommes sur une seule planète, tous solidaires, comme chacun sait. Et donc, on va avoir 11 régions dans ce scénario qui vont suivre leur propre évolution. Et ces 11 régions vont également avoir de l'importance parce que pour un certain nombre de ressources qui sont contingentes au niveau mondial, l'accès régional ne sera pas nécessairement le même. Si je prends l'exemple du pétrole, aujourd'hui, l'accès régional de l'Europe au pétrole est déjà en déclin. Depuis 2007, l'Europe utilise de moins en moins de pétrole et ce n'est pas un effet des politiques climatiques, c'est un effet de la contingence d'accès au pétrole dans la région Europe. C'est pareil pour le gaz, incidemment. Mais ce n'est pas vrai aux États-Unis. En Amérique du Nord, aujourd'hui, l'accès au pétrole est de plus en plus facile. Donc toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Et c'est la raison pour laquelle on a fait dans cette initiative une discrimination entre régions. Voilà, donc si je le redis avec des mots très simples, c'est une version plus opérationnelle, plus opérationnalisable, si on me pardonne cette espèce de globish, de ce qu'avait fait l'équipe Meadows avec leur modèle World 3 il y a maintenant quelques décennies. Et incidemment, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi est-ce que ce qu'avait fait Meadows dans les années 70 n'avait pas été repris par les États. Et en fait, la vraie raison, c'est qu'ils n'avaient pas discriminé par État. Ils avaient fait le sort du monde et il n'y a pas de chef du monde. Et comme il n'y a pas de chef du monde, ça n'intéresse personne de savoir quel est le sort du monde. Ce qui intéresse un chef d'État, c'est de savoir quel est le sort de son État. Ce qui intéresse une région, c'est de savoir quel est le sort de sa région. Et ce qui intéresse un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, c'est de savoir quel est le sort de son entreprise. Voilà. Donc ce qu'on a fait à l'échelle de IF, c'est une tentative pour rendre opérationnelle cette approche d'analyse par scénario, qui est quelque chose qui, dans un monde qui va devenir turbulent et imprévisible, nous semble être une manière extrêmement pertinente de se confronter à l'avenir quand on est à la tête d'une entité, quelle qu'elle soit. Et je vois que mon temps est écoulé et que le maître du temps me regarde en faisant les gros yeux, donc je m'arrête là.